Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi à l'aube, un nombre de terroristes ont lancé une triple attaque à Ben Guerden contre une caserne de l'armée, un poste de police et un bâtiment de la garde nationale. Depuis, 46 terroristes ont été abattus et 9 autres arrêtés. Certains se sont aussi postés dans le centre-ville en demandant leur carte d'identité aux passants. Selon un bilan toujours provisoire, 19 martyrs et 17 blessés ont été recensés entre policiers, militaires et civils. Cette opération a aussi permis la découverte de dépôts d'armes, la saisie de fusils d'assaut de type Kalachnikov, des munitions ainsi que des grenades. Pour analyser cette attaque dans la région du sud limitrophe des frontières avec la Libye, on a invité ce matin M. Rafah Atbib, professeur universitaire, chercheur en anthropologie politique, spécialiste en questions libyennes. M. Rafah Atbib, bonjour. Bonjour, toutes mes excuses pour ce retard. On s'est rattrapé, c'est bon. L'attaque est-elle une attaque surprise ou bien elle était prévisible, d'après vous? Je pense qu'elle était prévisible et nos forces de sécurité, notre armée s'est bien préparée à la riposte. Bien sûr, on n'avait pas certainement l'heure et l'endroit, mais je pense que l'écrasement d'un tel soulèvement armé dans la région de Ben Guerden en moins de 24 heures, en moins de 6 heures, pour être plus précis, dénote qu'il y a eu une très très bonne préparation pour faire face à ce genre d'attaque et à ce genre surtout de changement radical dans les tactiques des terroristes et surtout leur volonté affichée aujourd'hui de s'approprier une partie du territoire national. Justement, le chef de l'État, Béchir Sebsi, dans une adresse aux Tunisiens après l'attaque, annonce l'intention de Daesh de créer une Imara. Pourquoi ont-ils attaqué justement cette ville? Pourquoi une Imara à Ben Guerden? D'abord parce qu'ils ont perdu Sabrat. Soyons clairs. Nous savons que Daesh, contrairement aux autres groupuscules terroristes, est une organisation qui a besoin d'un projet territorialisé. Ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir un sanctuaire sécurisé dans lequel elle peut recruter, entraîner, développer des ressources, etc. C'est leur logique. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que après les accords qui ont été conclus en Libye au niveau politique, ceux qui protégeaient Daesh, je parle essentiellement de certains groupes qui dépendent de Fajr Libya, notamment à Tripoli et à Sabrata, ont demandé à ce que Daesh quitte la ville pour éviter les représailles américaines et occidentales, et leur ont carrément indiquer la voie vers la Tunisie. Dans les tactiques militaires, généralement, on s'oriente dans une guerre vers les régions qu'on croit être les plus à même d'accepter le projet de l'envahisseur. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, oui, Ben Guerden, il y a des données qui montrent que la population ne demande qu'une seule chose, c'est d'être libérée du... Oui, justement, on a écouté des témoignages sur les radios du peuple, des habitants de Ben Guerden qui parlaient justement de ce genre de... Oui, bien sûr. Ils leur disent, n'ayez pas peur, on est là pour vous libérer. Exactement. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait dans les autres villes qu'ils ont occupées. Le problème est que c'est la troisième fois que Daesh commet une erreur stratégique. Laquelle? La première erreur a été celle de Kobané, Ain al-Arab, dans le nord de la Syrie. Le deuxième a été celui de Deir ez-Zor, en Syrie, dans l'est de la Syrie. Et je pense que l'une des erreurs fondamentales a été Ben Guerden. Parce que les stratèges, généralement, essaient de voir quels sont les sentiments populaires dans une région qui va être attaquée. Comment les gens vont pouvoir accepter ce genre. C'est-à-dire. Exactement. Et apparemment, leurs indicateurs ou leurs antennes dans la région ne leur ont pas fourni les bonnes données. Donc, quand ils ont attaqué la ville, je pense que... Ils étaient induits en erreur. Exactement. Et surtout, ils ne s'attendaient pas à une telle réplique de la part des forces de sécurité qui ont énormément profité. Ça, il faut le dire aujourd'hui. Je pense que ce n'est plus un secret. Ils ont beaucoup profité des indications qui leur ont été données par les civils.
Donc voilà, je pense que Ben Guerden sera une des 5 étapes de la grande déconfiture de Daesh, de confiture historique. Je pense que la ville de Takrit a été la première, Ramadi a été la deuxième, Ain al-Arab a été la troisième, Benghazi a été la quatrième et Ben Guerden sera la cinquième. Ces opérations à Ben Guerden ont permis la découverte de dépôts d'armes, la saisie de fusils d'assaut de type Kalachnikov, des munitions, ainsi que des grenades. Ce genre de découvertes ont déjà été faites à travers le pays. Ces locaux devraient appartenir à quelqu'un, mais on ne sait pas encore ce qu'il en est advenu. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré l'étude qu'on a réalisée avec Small Arms Survey et les Nations Unies, qui s'appelle Sur le fil, le trafic et la sécurité à la frontière tuniso-libyenne, dans laquelle nous avons parlé de ces caches d'armes et surtout de ces réseaux de trafic qu'il ne faut pas négliger ou non, surtout qu'il va falloir maintenant essayer d'éliminer ou d'isoler du reste de des trafics dans la région. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames ces derniers temps. Ceux qui disent que la contrebande, c'est le terrorisme, chose qui est totalement fausse. En fait, la contrebande en Tunisie pendant 20 ans, je parle de 1990 jusqu'à 2010, pendant 20 ans, la contrebande a été le meilleur obstacle contre le terrorisme. Ça veut dire que ces gens qu'on appelle les contrebandiers, dans le sud on les appelle, dans la région de Benghazi, on les appelle les mazagri. Ces gens savent pertinemment qu'ils travaillent dans un commerce informel, un commerce transfrontalier, et que pour pouvoir sauvegarder leur pain, leur économie, ils sont dans l'obligation de composer avec l'État. Ça paraît complexe et paradoxal, aberrant. Mais les réalités sont têtues. C'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé après 2011, c'est que l'État s'est totalement désengagé dans la région du sud-est tunisien. Ça a créé une sorte de chaos dans les réseaux de contrebande. Ceux qui en ont profité le plus, ça a été le petit contrebandier qui ne respecte aucun deal, aucun accord ni avec l'État, qui ne respecte même pas les lois coutumières des Harouches du sud tunisien, et qui sont alliés avec qui ? Avec les milices libyennes. Et à chaque fois qu'on leur demande de faire entrer de la drogue, des armes, parfois même des médicaments frelatés, et ça je l'ai relevé lors de mes études que j'ai réalisées entre 2014 et 2015, ce sont ces gens-là qui ont fourni au terrorisme leur véritable base logistique. Mais ce ne sont pas les petits commerçants qui travaillent dans des secteurs somme toute positifs pour notre économie. Si on essaie vraiment de nous dégager des anciennes visions manichéistes de économie formelle, donc économie, une bonne économie, et économie informelle, donc économie à bannir. Il se peut qu'une partie des assaillants seraient venus de Libye et que d'autres fassent partie de cellules dormantes implantées en Tunisie. Qu'en pensez-vous ? D'où viennent-ils, les assaillants de Ben Guerden ? Au risque de contredire beaucoup de mes collègues et amis, ils viennent tous de Libye. Ça veut dire quoi ? Ils sont à Ben Guerden dans des cellules dormantes. Tout le monde s'est entraîné en Libye. Mais tout le monde parle de cellules dormantes à travers le pays, monsieur Rafat. Ces cellules dormantes se sont entraînées en Libye. Tout ce que nous avons toute nationalité confondue. Non, je parle essentiellement des terroristes tunisiens. D'accord. Qui vont en Libye, qui passent 14 jours dans les 2 plus grandes casernes d'entraînement qui sont très connues, celle de Tlil et celle de Barab, à Sabrata, enfin dans la région de Sabrata, pas Sabrata ville, ils sont à 7 ou 8 km du centre-ville. Ils s'entraînent là-bas et reviennent. Aucun papier, aucun document ne nous fournit de données sur ce qu'ils sont partis faire en Libye. Ils partent comme de simples ouvriers et reviennent. Alors que c'est là qu'ils apprennent à manier les armes, à attaquer, à même faire de les premières actions de désobéissance urbaine. Donc quand on me dit ce sont des cellules dormantes, oui, ce sont des cellules dormantes qui ont été formées en Libye. D'accord, mais ça existe. Non, mais ça existe. Non, d'accord. Ces cellules dormantes, justement, pourraient également exister dans d'autres régions du pays, à part Ben Guerden. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des représailles à travers le pays après cette opération, comment dirais-je, gagnée, cette bataille gagnée à Ben Guerden ? Je vais vous dire,
En fait, il y a deux aspects dans votre question. D'abord, je reviendrai toujours à Kobané et Ain al-Arab en Syrie parce que c'est devenu un paradigme presque maintenant dans les analyses géostratégiques de la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'ils ont attaqué la première fois Ain al-Arab, Kobané, et que Daesh a essuyé l'une de ses défaites les plus cuisantes de l'histoire. Vous savez combien de fois elle est revenue à la charge? 5 fois. Ils ne lâchent pas, parce que c'est devenu un symbole. Or, vous savez pertinemment que Daesh, c'est beaucoup plus qu'une simple question d'armes, d'entraînement. C'est une bataille sémantique, c'est une bataille autour des symboles. Et Kobané est devenu un symbole. Aujourd'hui, Ben Laden est en train de se transformer petit à petit en symbole. Et dans la logique des terroristes, on peut perdre des centaines de terroristes, on peut perdre des villes entières, mais il ne faut jamais perdre la face et surtout le symbole. Ne pas abandonner. Il ne faut pas oublier, c'est des gens qui s'autoproclament les lions de l'unification au sous de Tawhid. Et qui se font abattre par des snipers femmes de l'armée tunisienne. C'est la pire situation à laquelle ils pourraient être confrontés. Donc ils vont revenir à la charge. Alors comment ils vont revenir à la charge? D'abord, moi je présume que les premières attaques seront des attaques territorialisées. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attaquer Ramada, Ben Laden, Tataouine, quelques autres petits villages, parce qu'on a maintenant un chapelet de villages dans la région frontalière. Des attaques synchronisées ou peut-être synchronisées, peut-être des attaques de grande envergure. Moi, s'il y a une ville qui me fait réellement peur, c'est Tataouine, parce que la topographie est assez complexe. Deuxième chose, c'est quand même la région où il y a le pétrole, etc. Donc, ils vont essayer de perpétrer une attaque, peut-être là-bas. Sinon, si ça ne marche pas, ils vont passer aux voitures piégées. Et là, ça devient encore plus grave. Il y a exactement maintenant 13 mois, le 9 février, j'ai écrit une étude que j'ai livrée aux autorités tunisiennes pour leur dire voilà quelle est la situation d'abord à nos frontières avec la Libye. C'est une étude avec des cartes, des tableaux, des noms de personnes, des noms de responsables de factions armées en Libye pour leur dire voilà, ça c'est des gens avec lesquels on peut avoir des relations. Malheureusement, cette étude n'a pas été étudiée, n'a pas été analysée. Et dans l'un des passages, je décrivais Ben Laden comme étant une des cibles prioritaires des terroristes. Déjà il y a quelque temps. Il y a 13 mois déjà. D'accord. Et j'avais parlé de Baram, à Sabrat, ville que j'ai visitée à 3 reprises. Et donc, je croyais qu'il y avait une certaine prise de conscience de la chose. Or, malheureusement, les diatribes politiques ont fait de sorte que, quand vous dites, voilà, Fajr al-Libya est l'ennemi de la Tunisie, vous êtes taxé d'anti-islamisme ou d'anti je sais pas quoi. Or, c'était vraiment pas le but de l'étude. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que on essaie de présenter aux Tunisiens la bataille avec Daesh comme s'il s'agissait juste de quelques joutes militaires. Non, c'est une guerre de longue haleine. On ne va pas s'en sortir dans 2 ou 3 mois. Hein. Ça va durer une décennie. Justement, et être en guerre contre le terrorisme ne voudrait pas dire avoir une économie de guerre. Oui. Est-ce le cas en Tunisie? Une économie de guerre, non, ça va prendre un peu de temps. Mais les gens sont en train de prendre conscience. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il faut absolument que l'on change même de paradigme économique. Parce que pendant les crises, c'est là où nous découvrons les grands hommes politiques qui sont capables de tracer un nouveau cap pour le pays. Or, aujourd'hui, nous tenons absolument à garder les mêmes valeurs, les mêmes objectifs économiques d'il y a quelques années. Or, le contexte géopolitique a totalement changé. La géostratégie nous impose maintenant de nous occuper de nouveaux secteurs et surtout de lorgner vers des pays avec lesquels on peut vraiment bâtir une alternative économique. Je vais vous dire, et ça va paraître peut-être vraiment encore plus paradoxal que tout à l'heure, la Libye est un des espoirs de la Tunisie. Parce qu'il va y avoir un grand projet de reconstruction en Libye.
Et dernièrement, j'ai relevé avec beaucoup d'amis en Libye, mais aussi en Tunisie, qu'il y a une guerre contre la Tunisie de la part des Turcs et de certains pays du Golfe pour envenimer les rapports entre les Tunisiens et les Libyens grâce à un racisme effréné. Les Libyens qui disent du mal des Tunisiens, ils utilisent certains passages de nos médias contre les Libyens pour leur dire regardez comment les Tunisiens traitent les Libyens alors qu'on est le seul pays ouvert aux Libyens. Oui, tout à fait. Vous savez... surtout au temps de la Révolution. Non, aujourd'hui aussi. Même aujourd'hui, vous avez 600 000 Libyens qui vivent parmi nous, on n'a jamais entendu parler installés carrément, voilà. Il y a des gens qui se sont installés carrément. Exactement. Moi, j'invite les Tunisois à sortir à 4h30 tous les jours et d'aller à l'avenue Bourguiba ou au lac 2 et vous allez remarquer que c'est devenu pratiquement des lieux où les Libyens se sentent vraiment chez eux. C'est tant mieux. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'on n'est pas en train de voir les véritables perspectives qui s'offrent maintenant à la Tunisie, avec l'Algérie, avec la Libye, mais aussi avec les pays subsahariens. Tout cela ont réellement confiance dans notre pays, dans notre capacité, dans notre intelligentsia, dans notre cadre humain qui est très très bien formé, mais aussi parce que à un certain moment nous avons réussi un passage vers la démocratie qui, malgré toutes les vicissitudes politiques, est quand même une réussite. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument maintenant que l'on s'oriente vers la Libye. Vous savez, madame, dernièrement, une entreprise tunisienne a signé un contrat en Libye, dans la région de Zanten, pour construire une route à 117 milliards. 117 millions de dinars tunisiens. Donc, il y a des opportunités en Libye. On n'est pas en train de saisir parce qu'on ne connaît pas. Même en temps de guerre contre le terrorisme. Je vous parle d'un projet qui a été signé il y a 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir en Libye. Et moi, j'invite vraiment les Tunisiens, surtout les politiques. Écoutez-nous, on connaît très bien ce qui se passe en Libye. Il y a des régions qui sont totalement pacifiées en Libye. Aujourd'hui, je participe à un congrès organisé par la CIGL avec des représentants de la société civile libyenne et surtout par les élus libyens des conseils de communes pour pouvoir comment on peut développer l'action communale dans les 10 ans à venir en Libye. C'est nous les Tunisiens qui donnons le là maintenant en Libye pour leur montrer comment grâce à notre expérience on peut permettre un développement économique. Donc écoutez-nous. Oui. Revenons à nos frontières du Sud. La surveillance des frontières du Sud n'est pas faite en détriment d'autres régions. Oui et non. Comment ça? Oui et non. Parce que, vous savez, on ne peut pas, dans une telle phase de notre histoire, imposer aux gens des restrictions, sachant pertinemment que nous, on ne leur donne pas d'alternative. Il y a un dicton dans le sud tunisien que j'aime beaucoup quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur la région frontalière, des deux côtés de la frontière, d'ailleurs la Tunisie et la Libye. On m'a dit un dicton que j'ai beaucoup aimé à Ben Guerden. Il disait « Dgig ou la dagdig » la semoule ou je t'écrase. Et donc, il faut absolument que l'on comprenne, ces gens-là, dans le sud, dans leur représentation, ils font du commerce. Oui. Comment voulez-vous qu'une personne dont le cousin habite à 15 km à l'intérieur des terres libyennes, avec lequel il peut faire du commerce, vous le taxez de contrebandier, oui. alors qu'un commerçant tunisois bien installé dans l'une des plus grandes avenues de la capitale pourrait vous ramener des articles de Chine et vous le taxez de commerçant honnête et intégré. Donc il y a des problèmes de représentation. À mon avis, il faudrait que l'on revoie un peu notre copie, repenser, voilà, et que l'on comprenne notre Sud. Il y a des fois, on me dit, oui, mais nous, on ne comprend pas la Libye. Non, je vous dis, vous ne comprenez pas la Libye. Pire, vous ne comprenez pas le Sud. D'après vous, M. Rafat Bib, qu'est-ce qui pourrait favoriser l'installation d'une Imara daïchienne dans le Sud et comment parvenir à la stopper? Non, ils ne pourront pas. Dans le Sud, ce n'est pas possible. Vous savez, pourtant, c'est leur but, et pourtant, ils sont déterminés. Vous savez, il y a dans toutes les dictatures ou les groupuscules fascistes, il y a ce qu'on appelle les mythes fondateurs.
un des mythes fondateurs de Daesh. C'est la phrase qui a été dite par Abu Mus'ab al-Zarqawi, le fameux terroriste jordanien qui a sévi pendant des années avant d'être abattu par l'armée américaine en Irak, qui a dit: si Ben Gherdan était voisine de Fallujah, j'aurais libéré entre guillemets l'Irak. Donc, ça fait partie de leur mythologie fondatrice, comme quoi Ben Gherdan serait le fief pour la constitution d'un émirat. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais lu l'histoire. À mon avis, il ne faut pas surestimer les Dawash. C'est des ignares. Vous savez, le colonel Rebillet, qui a été le militaire français qui a tracé nos frontières avec la Libye en 1906. Vous savez, la limite, c'était qui lui a tracé? C'était les Toisines, ça veut dire la tribu de Ben Gherdan. S'il y a une limite établie et érigée par les Tunisiens vis-à-vis des seules frontières qui étaient encore... on les appelait même pas des frontières, on les appelait les confins. Ça veut dire c'est des limites qui sont pas très très claires. Ce sont les gens de Ben Gherdan. C'est un véritable bouclier. Ils se trompent totalement. Regardez très bien. À Ben Gherdan, ils n'ont pas pu. Mais regardez aussi du côté libyen. Ils ont pu s'établir à Sabratha parce qu'il y a eu des connivences politiques. Mais dans aucun village de la Shfara libyenne, dans aucun village du Jbel Nafoussa, qui sont des régions frontalières à la Tunisie, ils n'ont pu établir même pas une cellule. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ne pourront pas dans le sud tunisien. Je vais vous dire, ils auraient peut-être une chance, une infime chance, dans certains quartiers populaires de la périphérie de la capitale, mais jamais dans le sud tunisien. Construire une barrière de protection le long de nos frontières avec la Libye aiderait réellement à stopper cette invasion terroriste? On ne parle que de ça à présent. Sincèrement, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette barrière. Bon, je suis pour la barrière. Je suis pour aussi une meilleure gestion des passages frontaliers avec la Libye. Je suis même pour la multiplication des passages frontaliers avec la Libye afin de permettre à certaines tribus, certains groupes sociaux en Libye qui ne peuvent pas accéder à la Tunisie parce qu'il y a des problèmes politiques sur les frontières. Je suis pour qu'ils puissent accéder à la Tunisie pour pouvoir profiter de nos hôpitaux, de nos cliniques, etc. Mais je suis tout à fait contre qu'on vienne nous dire, voilà, il va y avoir 20 ou 50 soldats anglais britanniques qui vont venir s'installer sur nos frontières. Ça, je suis tout à fait contre. On a besoin de personnes. Une façon de filtrer... On a besoin de personnes. Regardez, madame, ce qui s'est passé à Ramadi en Irak est une leçon pour tous. Lorsque le Hashd Shabi et l'armée irakienne ont attaqué Ramadi et ils l'ont libéré en quelques heures, et ils n'ont trouvé aucun terroriste de Daesh dans la ville. Ils ont tous été exfiltrés par qui? Par les Américains. J'ai confiance en personne. Dans ces circonstances, l'organisation d'un dialogue national est-il essentielle? Autour d'eux? Autour de la question du terrorisme, contre le terrorisme. Non, ce n'est pas un dialogue d'abord. Il faudrait absolument que l'on voit qui, pendant des années, a permis aux terroristes de se développer, d'avoir des bases arrières, de partir en Syrie, d'atteindre ce haut degré d'entraînement, qui à un certain moment nous attaquait lorsqu'on disait qu'en Libye, il n'y a que des ennemis du côté du gouvernement de Tripoli. Il faut absolument d'abord que l'on dise qui est l'ennemi, qui est l'ami, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ensuite on va pouvoir négocier. Quel rôle doit jouer le gouvernement actuel dans cette guerre contre le terrorisme? Qu'ils donnent tous les moyens aux militaires et aux forces de l'ordre et qu'ils prennent un peu plus de distance, parce que je l'ai remarqué, autant nos soldats et nos forces de l'ordre ont donné une image brillante de la Tunisie, d'une Tunisie nationaliste, patriotique, etc., autant j'ai remarqué que nos politiques, 24 heures seulement, et avant même que nos martyrs ne soient ensevelis dans la terre, nos politiques étaient déjà en train de discuter de la sémiotique de l'image, des selfies, etc. Je trouve qu'ils ont été très en deçà de l'instant historique que nous sommes en train de vivre. Monsieur Rafah Tbib, vous allez rencontrer des parties libyennes ou des chefs de tribus aujourd'hui. Vous avez une réunion avec eux? Je rencontre pratiquement toutes les semaines des chefs de tribus. Quel est l'ordre du jour concernant la réunion d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais intervenir sur un thème qui m'est très cher. C'est la prévention des conflits
entre les villages et je vais leur exposer mon expérience dans l'échange de prisonniers et d'ouverture de pistes en Libye qui a permis de pacifier les rapports entre la région de Kekla et de Zenten et la région de Machachia et de Zenten. Monsieur Rafat Habib, professeur universitaire, chercheur en anthropologie politique, spécialiste en questions libyennes, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très reconnaissant à RTCI de nous ouvrir l'antenne afin que l'on discute de choses qui, malheureusement, paraissent pour certains très politiquement incorrectes. Merci à vous, monsieur Rafat Habib. Merci à vous tous. Bonne journée. RTCI nous réunit.